du Saint-Laurent. Puis, papa, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. Talilala, lalilala, puis papa, c'est l'amour, talilala, lalilala, talalilala. C'est sur les bords du Saint-Laurent, à 50 000 en aval de Québec, le village de Petite-Rivière, autrefois consacré au labourage. La mer, cependant, a emporté les belles prairies naturelles qui s'étendaient jusqu'à près d'un demi-mille au large des rivages actuels. Et un village s'est vu petit à petit réduit à un chemin au pied de la montagne. Alors ils ont dit, on ne cultive pas la mer, et ils ont entrepris de naviguer. Depuis lors, chaque année, Petite-Rivière retrouve ses goélettes fatiguées par les vents d'octobre, usées par les échouages, les reins brisés par la hauteur des vagues et par le temps passé à courir les mers. Une goélette n'a pas la vie dure, et après 10 ans de course, elle commence à faire eau. Et au bout de 20 ans, souvent moins, il faut l'amener au cimetière d'une grève. Pour lors, le capitaine d'un bateau mort à la peine regarde du côté de la montagne. Et quand un capitaine regarde du côté de la montagne, c'est qu'il rêve d'un beau navire. À Petite-Rivière, ou à l'île aux Coudres, à Saint-Joseph-de-la-Rive, ou à l'île d'Orléans, il arrive parfois l'hiver que la hache de l'équarrisseur retrouve les sons d'une mélodie ancienne et qu'on croyait oubliée. Comment est-on parvenu dans un village au pied de la montagne à garder la mémoire d'un art de construire les goélettes, d'un art d'équarrir les grands pins placés côte à côte et d'en tirer cette forme de saumon des goélettes à fond plat. Comme les loups marins parfois quand ils jouent, les goélettes nagent sur le dos et en conséquence leur forme ressemble au squelette d'un phoque et plus encore à la carcasse d'un oiseau. Mais la nage ne s'improvise pas et la forme n'existe que petit à petit. C'est pourquoi les membreurs utilisent les bois choisis pour leurs défauts, leur singularité, leur contorsion. C'est pourquoi le charpentier transporte sur un gabarit les angles et les courbes et toutes les lignes de l'oiseau. Le gabarit représente le génie du charpentier, son idée, son image d'un bateau que les membreurs ensuite appliquent sur la matière du bois et exécutent en profitant de toutes les difformités imposées aux arbres par la montagne. C'est ici que l'odeur du bois s'empare de tout un chantier et accompagne les musiques de l'équarrissage. Un ouvrier qui est aussi marin et peut-être capitaine, en observant les formes de l'arbre, en tire comme un sculpteur la statue d'un prochain navire. Pour bien réussir un membre, il faut abouter et lier entre eux de 7 à 9 morceaux de bois qui se chevauchent, le faux membre soutenant le membre, de telle sorte que les formes de l'arbre corrigées à la hache reproduisent le gabarit du charpentier
et son idée d'une goélette sans pareil. Durant. 2 équipes de membreurs et une équipe de poseurs obéissant aux volontés des gabarits sculptent et assemblent plus de 100 membres, dont chacun n'est semblable à aucun autre, sauf à celui qui lui fait face. Et ce village qui a reçu de la hache ses chemins, ses maisons, ses meubles et ses premiers clochers, construit une dernière goélette grâce à cet étonnant métier de sculpteur sur bois qui remplace tous les autres métiers. Le vent ne souffle plus adroitement que sur ces battures au pied des caps de petites rivières. L'été, certes, le bois est plus tendre, les gestes plus déliés, mais ils disent que le froid est un meilleur contremaître. Et de plus, l'hiver, un capitaine peut engager d'autres capitaines à construire avec lui un beau navire. Un jour, ils ont placé l'étrave en proue, et un autre jour, en poupe, ils ont levé les tambours. Et maintenant, 2 membreurs travaillent à sculpter l'aiguille qui est comme la queue du poisson, responsable de la nage et de la beauté d'une goélette. La mise en place de l'aiguille est une sorte de grand jeu, où tous les ouvriers du chantier viennent compenser la faiblesse des moyens. C'est aussi un événement à cause de la grosseur de la pièce et de son importance dans l'œuvre. Et chacun pense qu'il contribue à la réussite de l'entreprise en participant, en regardant, en aidant et en prenant sur lui une part des inquiétudes du capitaine. Car de la courbe d'une aiguille dépend la finesse et toute la marche d'un navire. Une fois le membrage terminé, de l'étrave jusqu'à la fine pointe de l'aiguille, il reste à réunir l'un à l'autre les membres symétriques par de fortes poutres qui se nomment les baux. Leur construction est un épisode banal, encore qu'il faille leur donner une courbe suffisante à l'égouttement des ponts. C'est maintenant que la vapeur d'une chaufferie s'empare de tous les bois. Pour la hache, chaque bordage exige les mêmes adresses. Pas un morceau et pas un angle qui ne proviennent de la fausse équerre. Cependant, le charpentier, cette fois, a omis une forme qu'on ne peut sculpter
qui ne peut être préalable. Et les bordeux devront forcer le bois en place, le contraindre dans des formes nouvelles, l'obliger à observer et suivre les flancs du navire. Tel est le bordé. Encore une fois, il faut tout sacrifier à la forme, sauf la force. Pour y parvenir, les bordeux prévoient une alliance de toutes sortes de moyens. Serre-joint, entois, coins, bridoles, chaînes, vérins, alternent, tirent, poussent. Et on se croirait dans une cellule gothique, où quelques personnes accusées de sorcellerie subit la question et ne cède que pouce par pouce à ses bourreaux et aux instruments de torture. Mais toute cette torture et toutes ces conjurations ne parviendraient pas à plier le bordage sans l'emprisonnement préalable dans la cellule de l'étuve, où une vapeur constante attendrit le bois, le rend mou, lui enlève ses volontés, le prive à petit feu de son orgueil, au point qu'il se soumette aux exigences des membres et à toutes les volontés de ses bourreaux. Encore a-t-il fallu confier d'abord un morceau de bordé à la hache qui a observé les angles et au rabot qui a corrigé la hache. Et pendant plus de 2 mois, les ouvriers ont suivi la fausse équerre du charpentier et fabriqué un à un les bordages qui sont tous différents. Cependant, un homme avec son arminette tourne autour du navire et le redresse pour préparer la place et la venue du bordé, comme si à son tour le bordé imposait des formes au membrage. Cependant, un jour arrive de son île un homme silencieux. C'est le Kalfa. Tout le bateau lui appartient, l'intéresse, le préoccupe. Il reprend le travail joint par joint, jour par jour, avec la patience et la minutie du détail, et partout où il passe, il pose les 4 étous. Enfin, le squelette est complété, la forme atteinte, le navire réussit. Et les bordeux continuent presque machinalement à poser le bordage et à habiller le squelette. C'est alors que l'arbre donne par surcroît ses racines, où les ouvriers découpent ces courbes qui contiennent toute la force des muscles les plus puissants de l'arbre. Pour la forme voulue, ils recherchent toute la force possible, en sorte que chaque bout sera relié au bout qui le suit et aux membres avoisinants, par un système de courbes tirées des racines dont les liaisons et les enchevêtrements dans tous les sens assurent la cohésion de toutes les forces et le respect de toutes les formes. C'est alors qu'on devine les solidarités et les conséquences d'un navire, et comment toutes les pièces doivent se tenir entre elles pour rencontrer la mer et répondre des tempêtes.
Mais ceux qui ont tourmenté dans leur chaufferie tant et tant de bordages depuis plus de 2 mois doivent trouver des moyens nouveaux pour contraindre en place le dernier bordage et sceller l'œuvre du bordé. Ils sont presque surpris eux-mêmes que tant de gestes et d'efforts, de coups de hache et d'arminette deviennent la coque d'un beau navire instruit des nécessités de la nage. Le reste d'une goélette va de soi, simple conséquence de la forme choisie par un charpentier et suivie par les ouvriers. La hache et la fausse équerre perdent de leur importance, et ces constructeurs de goélettes ressemblent maintenant à de simples menuisiers. En vérité, ces ouvriers sont presque tous navigateurs, sauf un forgeron du village. C'est pourquoi ils veulent tant que la plus récente goélette soit la plus belle. Et il est admirable qu'ils consentent à se mettre de la sorte sous les ordres d'un charpentier, quand on songe que la plupart sont capitaines ou seconds à bord d'une autre goélette. Et que dire de cet homme venu de son île et qui applique son étoupe aux 4 coins de la patience? Il suit le travail cherchant à le rendre invulnérable. Il passe derrière les autres et il arrive toujours le dernier partout. Et quand il file son étoupe pour les ponts, déjà le printemps le rencontre au pied des caps, à ce même endroit.